Bon, bonjour. Bonjour. Et oui, bon, je vais donc parler de cette langue, le Mapudungun, et, dans une langue aujourd'hui en danger. En fait, colloque, quand on dit colloque à Mapudungun, c'est Nucham. Et normalement, à Mapudungun, c'est pas limité, mais ici, et c'est pas tellement limité le temps, mais ici, on sait que le temps est très limité. Je vais commencer par une citation et, avec laquelle je pourrais finir parce que ça suffit. Hein. Le nirvana, the nirvana of intercultural communication masks the violence of language loss. Hein. C'est un peu une sorte de conclusion aussi parce que c'est à peu près ce que je viens à dire. Non? C'est très éloquent, Michael Cronin. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est important cette citation. Voilà. Et voilà. Et le Mapudungun était une langue très répandue au Chili, était considérée une langue générale, la langue générale du Chili. Vous voyez là une grammaire de 1606, dit la langue générale qui se parle depuis Coquimbo, c'est à peu près 400 km au nord de Santiago, jusqu'à plus au sud de Chiloé. Hein. Voilà, donc c'était la langue du Chili ou Chili-Zungun, qu'on l'appelait aussi. On voit une carte, là, c'était pas que la langue du Chili, parce que c'était une sorte de lingua franca aussi dans la partie aujourd'hui argentine et avant territoire qu'on appelle aujourd'hui Guaymapu. Puelmapu, c'est la partie aujourd'hui argentine et Ngulumapu, c'est la partie chilienne. Donc vous voyez un territoire vaste et on peut voir aussi comment ce territoire a été réduit par la conquête espagnole, mais on voit aussi la dépendance que les Mapuches ont eu à partir de 1641. Donc, dans la frontière, les Espagnols ont signé un traité de paix, le traité de paix de Quilin. Et donc, le territoire mapuche a été indépendant pendant plus de 2 siècles. Et c'est l'armée chilienne et du côté argentin, l'armée argentine qui ont conquis, qui ont occupé militairement le territoire mapuche. Et dans la partie argentine, ça s'appelait la conquête du désert. Et dans la partie chilienne, c'est la pacification de l'Araucanie. Donc, c'est des termes assez euphémistiques pour décrire un génocide du côté argentin, des possessions. Et vous voyez, après 1881, le territoire a été réduit. En fait, les Mapuches ont eu que 5% de son territoire et ça a continué à diminuer. Bon, et après la conquête, après l'occupation militaire, il y a eu des eurocronistes, des ethnologues qui ont essayé de récolter, de faire des collections, de garder dans des gros volumes la poésie. Bon, c'était les chants d'un peuple qui était destiné à disparaître rapidement. Voilà, donc il y avait les ethnologues, il y avait leurs informants. Aujourd'hui, on les considère des auteurs. Et surtout Manuel Manquilef, qui a été un auteur, qui a publié lui-même des livres et qui va un peu contre la tendance générale de considérer que le Mapudungun, la langue mapuche, c'est une langue proche à finir immédiatement. Voilà, donc il y a plusieurs livres publiés qui sont des traductions des chants au Mapudungun. Et par exemple, là, on voit Segundo Jara Calvun Calfun,
Et lui-même, on pourrait le considérer un anthologue parce que c'est l'informant de Lenz et c'est lui-même qui récolte, qui connaît par cœur quelques chants et qui crée d'autres. On ne connaît pas tellement, on ne peut pas être sûr quels chants sont à lui ou à d'autres auteurs, pas toujours. Bon, après ça, il y a, on va dire, je vais utiliser une expression d'un poète de Galice, una longa noite de pedra, une longue nuit de pierre, hein, parce que apparemment l'objectif d'effacer la langue et la culture mapuche, selon ces points de vue des ethnologues, avait été à peu près accompli. Et donc il y a un silence des publications, il y a quelques publications, très peu de publications, mais la poésie mapuche, en fait, n'avait jamais été connue par le grand public, c'était que des spécialistes. Mais voilà qu'en 1990, Lionel Yenlaf gagne le prix municipal, le prix de la mairie de Santiago, et ça a un retentissement dans la presse. Et tout à coup, la poésie mapuche existe. Voilà. Hein. Il publie l'année précédente, il avait publié Se ha despertado el ave de mi corazón, le titre était en espagnol. Et l'oiseau de mon cœur s'est réveillé. Hein, Nepei Nyampiuke, en Mapuzungun. Et voilà, et il est soudain connu, très connu, et il y a une reconnaissance de la poésie mapuche. Et il chante, il cantufe, il est chanteur à Mapuzungun, et depuis qu'il est très jeune, bon, il avait 19 ans, vous voyez la photo, le prix a été donné ex aequo à Armando Uribe. Vous le voyez pas très content de partager le prix, on dirait, avec lui, avec Lionel. Et Lionel, il n'avait que 19 ans. Et voilà, c'est un Rimbaud. C'est un Rimbaud mapuche qui dit qui dit aux Chiliens, peut-être je est un autre, n'est-ce pas? Et une autre, bon, et les publications de ces livres a été bilingues. Donc, son chant part à Mapuzungun et après, lui-même, au début, avec l'aide d'un poète très reconnu, Raúl Zurita, et s'auto-traduit, au début en collaboration, après lui tout seul, en espagnol. Donc, voilà, c'est une sorte de rétraduction, récréation. Il dit que c'est pas une traduction. Et à partir de ces moments-là, bon, il y a eu quelques anthologies et peu avant de ces moments-là. Il y a une, Ne Peñi, voilà. Mais c'est à partir de ces moments-là, surtout à partir du prix de Lienlaf, que la poésie mapuche a eu un retentissement plus important. Et on voit même là une anthologie publiée aux États-Unis par Cecilia Vicuña. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup d'anthologies, c'est incroyable. Je vais vous montrer quelques-unes. Voilà des anthologies de femmes, poésie écrite par des femmes mapuche. Et ça, c'est des anthologies éditées par Jaime Wenun, un autre poète mapuche, qui écrit en espagnol. Et ce sont des anthologies publiées en Argentine. Et ça, c'est deux anthologies dédiées aux enfants. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ces anthologies? On va les revoir. Vous voyez bien que c'est beaucoup de livres. Et ici, il y en a quelques-uns. Et voilà, je me demande là, cette présentation, il y a un travail, une recherche doctorale. Et ma question